Chers amis, j'espère que vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. On vous a donné rendez-vous ce soir pour parler encore une fois de ce sujet qui a été extrêmement apprécié. Et puis surtout, à votre demande, nous avons décidé de revenir là-dessus. Sexualité des Marocains en temps de confinement. Nous sommes confinés depuis des semaines et nous allons encore être confinés. Et nous avons décidé donc de poser les questions. Je vais essayer avec Dr Iman Kandili. Bonsoir. Mon ami qui est là. Bonsoir tout le monde. Nous sommes très heureux de revenir sur un même sujet qui nous tient à cœur, donc le couple, le confinement et la sexualité. Puisque la dernière fois on a parlé de couple et de violence, mais apparemment la sexualité était beaucoup plus au rendez-vous. Nous avons décidé de revenir sur la demande de beaucoup de monde, particulièrement en ce qui concerne mon ami Najib Aoukhar, qui lui est journaliste, est en contact avec beaucoup de personnes, et pour répondre à vos questions. Voilà. Donc nous sommes là avec vous pour 1 heure. Voilà, 1 heure, c'est beaucoup. On va vous donner 45 minutes et puis on verra. Ok, d'abord, Ramadan Karim pour tout le monde. Et puis, surtout, vivez-le de la manière la plus simple possible, dans la paix, dans le recueillement et dans la sérénité. C'est le plus important. Donc, salut à tous les amis. On vous aime. On vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de sérénité par ces temps difficiles. Et puis surtout, nous tenons tous les deux à féliciter tous les Marocains pour leur engagement, pour leur solidarité. Donc et tu ne les félicites pas pour leur sexualité? Après, bien sûr, et je voudrais qu'ils aient la sexualité la plus belle et la plus folle et la plus équilibrée et la plus tout ce qu'ils veulent, mais celle juste qui les rend heureux. Qui les rend heureux. Juste soyez heureux, Marocains, parce que nous vous aimons, parce que c'est un amour, un véritable élan de cœur qu'on partage avec vous, et c'est dans ce sens-là que nous avons décidé, Dr Kandili et moi-même, de faire de ce rendez-vous un rendez-vous hebdomadaire, donc tous les vendredis à 21h, et on aura un titre pour cette séquence-là, on va l'appeler Tabou. Et ça sera toutes les questions tabous de ce pays que nous allons essayer de débattre. Nous allons essayer de débattre avec responsabilité, avec beaucoup de sérieux, sans aucune vulgarité et sans aucune volonté, ni de notre part, ni de votre part, de choquer ou de provoquer. Au contraire, ce n'est pas du tout cela, que l'on soit vraiment d'accord tout de suite. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de partager. Le but, c'est de communiquer, qu'il y ait entre nous cet élan de partage et surtout ce véritable fil conducteur parce que nous avons besoin de parler et nous avons besoin de communiquer. Surtout, nous avons besoin de créer un débat de société responsable et sérieux. Voilà, donc Dr Kandili. Mais vous excuserez nos patients, parce que le débat promet d'être passionné, parce que nous sommes souvent pas d'accord. Non, moi, de toutes les manières, j'interviens pas. Moi, je fais le journaliste et puis je suis écrivain. Il est très modeste, mon ami. C'est pas ça du tout. Il fait le journaliste, il fait le sociologue, il fait le philosophe, il fait le politique, il fait l'écrivain. C'est Dr Kandili qui n'écrit pas en vain. Merci. C'est Dr Kandili qui est sur le front, surtout par les temps qui courent. Encore une fois, nous sommes en confinement et je salue la responsabilité, l'engagement de tous les Marocains. Je salue Monique, je salue aussi l'engagement de l'engagement des autorités marocaines. Et vraiment, chapeau bas au gouvernement, chapeau bas aux Marocains, chapeau bas à toutes les autorités. De la police à la gendarmerie, en passant par l'armée, par les forces auxiliaires, par toutes les forces vives et actives de ce pays qui ont fait un sans faute jusque-là grâce à la vision clairvoyante et surtout éclairée de Sa Majesté le Roi. Voilà, Ramadan Karim à tout le monde et on peut commencer. Nous allons, ça peut paraître bizarre pour certains de parler la veille de Ramadan, de parler de sexualité, mais Ramadan c'est aussi la sexualité et une belle sexualité, ça rend heureux. Dr Kandili, est-ce que c'est vrai? Oui, toutes les choses qui font plaisir, d'où la spiritualité pour soi revenir à soi-même. Le ramadan, ce n'est pas seulement le jeûne, c'est aussi expier ses fautes, c'est aussi essayer d'atteindre une certaine spiritualité, on va dire, pour un équilibre meilleur et du plaisir, mais pas du plaisir seul, du plaisir avec du bonheur, parce que le plaisir et le bonheur sont beaucoup plus difficiles à conjuguer ensemble. C'est ce dont probablement on va parler ce soir. Et comme a dit mon ami Najib Aoukhar, le Maroc a fait un sans faute. Les Marocains se sont montrés responsables, solidaires. Et aujourd'hui, par ces lives qui vont devenir un rendez-vous hebdomadaire, nous allons parler de tabou, mais de lever de tabou surtout, parce que le Marocain d'aujourd'hui parle, le Marocain d'aujourd'hui s'affirme. Les Marocaines, je suis très féministe pour ceux qui me connaissent, donc les Marocaines sont de plus en plus présentes sur la scène. Et donc aujourd'hui, il est temps d'oublier les langues de bois, de parler des choses.
Et quand on parle des choses, déjà, en tant que psychiatre et psychothérapeute, on peut le dire, quand on parle des choses et quand la communication est là, eh ben, le 50% des mots est déjà en voie de disparition ou en voie de guérison. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler du couple. Oui, alors c'est quoi le couple? Encore une fois, on revient parce que les gens se posent, c'est quoi un couple? Moi, j'ai une définition qui peut peut-être surprendre. Je dis souvent qu'il y a des couples qui peuvent s'entendre, il y a des couples qui ne s'entendent pas, mais souvent... Nous allons parler plus fort, hein, on nous demande de Ah, parler plus fort. ok, donc on va Nous voir. allons parler beaucoup plus fort. Voilà, je crois que j'ai mis le son jusqu'au Voilà. à fond. Moi, je dis que le couple, souvent, par les temps qui courent, modernité oblige, et modernité, je le mets entre guillemets parce que j'aime pas du tout ce mot, c'est souvent un individu qui rencontre un individu qui crée un troisième, qui est le couple. Et parfois, on devrait en tuer un pour que le couple puisse exister. C'est un qui disparaît pour laisser la place à l'autre. C'est rare que les deux restent pour former véritablement une seule entité qui est le couple dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa folie, dans toute sa vibration et dans toute sa lumière. Alors, comment arriver à concilier les deux, parce Alors, que nous sommes deux C'est une très belle définition, c'est pour ça que j'adore passer du temps avec Najib Abdelhak. Alors, c'est une très belle définition philosophique, une très belle définition sublimée du couple. Parce qu'en fait, moi, je vais revenir à ce qu'il n'aime pas, c'est-à-dire avant de tout élan passionné ou de répondre aux questions comme moi je le ferai en tant que... Coucou à tous nos amis, parce que j'en Qui vois, sont là. donc voilà, on vous aime, on vous salue, Ramadan Karim à tous, et voilà. Donc, Et en fait, je vais être didactique, parce que je le dois. J'ai cette et une petite sortie, je reviens. J'ai cette casquette clinicienne qui doit quand même rester présente malgré le côté, on va dire, passionné ou engagé autre quant à la probité de certains propos qui parlent de notre façon de vivre notre féminité ou notre virilité ou de vivre le couple en règle générale. Le couple est un processus vivant. Je ne dirais pas que c'est une entité parce que toute pulsion de mort, pour moi, serait quelque chose d'extrêmement péjoratif. Je ne dirais pas que c'est une entité qui meurt pour laisser place à une troisième entité ou deux entités qui fusionnent, mais je dirais plutôt que deux énergies différentes vont concourir à former un processus vivant qui va aller en se développant. Et les crises ne sont pas quelque chose de négatif dans le couple. Tout comme certaines discordes qui peuvent apparaître. Nadia Chilaoui, on t'aime aussi. Docteur Khandili, il y a un ami qui nous a dit pourquoi vous ne parlez pas en arabe et est-ce que vous avez le complexe du colonisé. Je n'ai jamais été colonisé, cher ami. Personne ne pourra me coloniser, ni aujourd'hui, ni dans cette vie, ni dans les prochaines, que l'on soit bien d'accord. Et je peux parler toutes les langues, j'en parle 7, cher ami. Hein. Donc si on parle en français aujourd'hui, c'est à la demande des personnes. À la demande, voilà. Et plus que ça, je suis écrivain francophone. Hein. Je parle en arabe, j'écris en arabe, je fais une émission en arabe et je parle un très bon arabe الدارجة والعربية الفصحى وتنتكلم حتى اللغة الوسيطة ومع الأستاذة غادي نطرحوا أسئلة باللغة العربية وغادي نحاولوا نجاوبوا على هذه الأسئلة باللغة العربية ملي يطرحوا علينا أسئلة باللغة العربية غير باش تعرف بلي راه تنتكلموا اللغة العربية وما عندناش عقدة من شي واحد كان محتلنا يا فرنسي يا أجنبي ما عندناش هذه العقدة هذه وما داخلاش في التاريخ ديالي يعني في القاموس ديالي ما عمرني شي حد كان محتلني انا ما جو سوي ان homme libre et un électron libre et je le resterai toute ma vie voilà donc pour que les choses soient claires on peut y aller. J'ai dit que ça allait qu'on allait avoir certains moments passionnés parce qu'il y a des expressions toutes faites le complexe de coloniser non il y a pas de complexe de coloniser. Très bien l'arabe, la demande elle a été il y a eu une demande importante, on nous a demandé de parler français mais libre بنا نهضروا على العلاقه الحميميه ولا على الازواج ومشاكل الازواج في الحجر الصحي ولا من غير الحجر الصحي يقدر يطلبها علينا سؤال باللغه العربيه وغادي نجاوبوه باللغه العربيه بغانا باللغه العربيه الفصيحه نتكلموا معاه كيف كيتكلم طه حسين نحن مستعدون لذلك ولا بغينا نتهضروا معاه كيف كنهضروا ولاد الشعب نقدروا نتكلموا معاه باللغه ديال الشعب اللي كيفهمها الجميع يعني allez-y. Voilà, donc je disais, le couple est un processus vivant et les crises ou les moments qu'on va passer, ce sont des choses qui permettent de mûrir le couple et de passer en fait graduellement à plus. D'abord, si le processus couple arrive à avancer, bah, ça permet de pouvoir grandir et d'être ensemble. Et la crise n'est pas mauvaise en soi si le couple ne peut pas perdurer ensemble. Parce que ce qui serait malheureux, c'est de perdre son temps ou d'être malheureux dans une relation juste pour être en couple. Et ça, c'est très important parce que dans nos cultures, on pense plus à être en couple ou à vivre avec quelqu'un ou à épouser quelqu'un qu'à la personne avec laquelle on va vivre. Et c'est ce statut, la différence entre le statut
et il a le bonheur d'être avec quelqu'un qui est extrêmement importante. Et je pense qu'il faut voir, parce que quand on dit couple, on ne parle pas de couple marié ou pas marié. Bien sûr, le statut pour certains est important, mais il est quand même très, très dommage de sacrifier son bonheur pour le statut. Ok, et il y a une question. Il y a des questions qui arrivent, je pense. Allez-y, docteur, lisez. Moi j'ai une question qui est posée et qui est très, très importante, c'est que quand ça ne va pas dans le couple, par confinement, est-ce que ça peut s'aggraver ou est-ce que c'est une occasion pour le couple justement de se poser, de pouvoir discuter, de pouvoir mettre les choses, jouer carte sur table, assainir l'atmosphère, avoir au moins un minimum de dialogue. Je ne dis pas qu'ils vont se rabibocher, qu'ils vont se réaimer, réapprendre à s'aimer, mais au moins qu'il y ait une base de dialogue possible. C'est une occasion, passer 2 mois ensemble, ça peut générer, donner corps justement à cet élan de partage entre 2 personnes qui ont passé du temps ensemble et qui à un moment donné ne peuvent plus le passer ensemble. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup le philosophe. Donc en fait, écoutez, il y a plusieurs cas de figure. Je vais rester clinique. كنحييو الاخوان اللي كيتبعونا من مدينه ميدلت وكنحييو جميع المغاربه اللي كيتبعونا من جميع المناطق ديال المغرب من الشمال الى الجنوب. نحبكم حبا جما ورمضان كريم للجميع. Alors, je vais pouvoir reprendre. Allez-y. Donc, le couple, pendant le confinement, tout est relatif. Si un couple n'allait pas bien et avait une sorte d'accord tacite à vivre ensemble pour diverses raisons, parce que nous ne sommes pas là pour juger, pour diverses raisons, et le confinement arrive, le confinement, tout simplement, va continuer, le couple va continuer à perdurer de la manière dont il a pris un accord tacite de vie commune. Confinement ou pas confinement, peut-être même mieux que certains couples qui pensaient vivre une histoire d'amour fantasmatique, extrêmement belle, mais qui prit dans leurs occupations quotidiennes, ces moments de rendez-vous qu'ils avaient sont restés, on va dire, érotiquement ou amoureusement sublimés parce que justement, ils ne sont pas en permanence l'un dans l'autre. Donc le confinement, en étant l'un dans l'autre, si on ne respecte pas l'espace de l'autre, on découvre en fait, peut-être qu'il y en a un qui va être un peu plus dans la recherche de l'autre. L'autre ne veut pas particulièrement rejeté, mais il va rejeter parce qu'il se sent peut-être un petit peu agressé ou que c'est un petit peu intrusif. Donc c'est pour ça que la communication est importante. Je parle de communication non violente parce que quand on se sent en détresse émotionnelle, particulièrement les femmes, je suis féministe, je suis pas en train de en détresse émotionnelle, on peut particulièrement venir souligner. Salut à nos amis de Bruxelles. Hello, ils sont là. Salut. Donc le fait de venir, on va dire titiller ou embêter ou si vous voulez même des fois créer des disputes sur rien du tout, est une façon des fois chez la femme de vouloir de l'attention, mais ce n'est pas une manière dont va l'interpréter particulièrement le conjoint. Donc la communication est très importante et puis l'espace. C'est important d'avoir quelques heures d'espace à chacun parce qu'il faut de temps en temps quand même avoir envie que l'autre nous manque. Ok, j'ai des questions à poser par rapport, je lis un peu les commentaires et je fais mon rôle de journaliste avec Dr Kandili. Quels sont les conseils? On va faire profiter donc nos amis. Quels sont les conseils qu'un psychiatre, addictologue, sexologue peut donner justement aux couples, des couples qui vont très bien, des couples qui vont moins bien, des couples qui ne vont pas très bien, à toute forme de couple, durant cette période de confinement, couplée à Ramadan? Pour une fois, nous allons vivre un Ramadan confiné. Et je salue encore une fois le courage et le sérieux, la responsabilité des Marocains qui suivent de manière extrêmement sérieuse et rigoureuse toutes les directives qui ont été imposées. Comment, concrètement, on peut donner des conseils viables à toutes ces variétés de couples? Je vais un peu me répéter, mais l'espace de chacun est important. Et puis surtout ne pas se dire bon, on est confiné, on est l'un dans l'autre, ça veut dire qu'on va passer son temps dans quelque chose, je sais pas, certains sont en recherche d'une sexualité freinée, peut-être parce que ça les désangoisse, et puis d'autres sont au contraire dans une sorte de retrait. Le cocooning, c'est-à-dire, je souligne, c'est plusieurs sexologues à travers la planète, quand on se retrouve comme ça confiné au même endroit, à passer beaucoup de temps ensemble, la tendresse, les moments qu'on passe ensemble, le pot à pot sans pour autant que ça veuille dire sexualité, et puis l'échange, la communication, tout en respectant l'espace de l'autre, ou tout simplement dans le silence, passer du temps ensemble, accroché à l'autre, sans accroche et surtout sans intrusion. C'est quelque chose de très important parce que nous n'avons pas dans la vie normale ou dans la vie réelle toujours le temps de passer 2 heures ou 3 heures
à lire ou à écouter de la musique sans pour autant se parler, mais en étant l'un avec l'autre, ou tout simplement regarder un film l'un dans les bras de l'autre, parler ou ne pas parler, parce que des fois les échanges peuvent devenir lourds quand on est confiné pendant des semaines. Et puis surtout, avoir ce petit moment pour soi. Le confinement n'est pas un moment où on va régler ses problèmes, n'est pas un moment où on va venir discuter des soucis qu'on a environnementaux, qui ont un rapport avec le travail, avec le couple ou les difficultés financières, parce que c'est un moment de pression, c'est un moment de stress. Donc en fait, venir dans un emmuré, vouloir régler des choses qui nous emmurent, même quand on est à l'extérieur, n'est pas vraiment le moment. Donc il faut en faire une parenthèse. Et une parenthèse, on va dire, on peut se retrouver beaucoup plus libre entre quatre murs quand on n'est pas l'un sur l'autre ou l'un dans l'autre, tout en étant ensemble. عندي لك سؤال باللغة العربية أستاذة دكتورة قنديلي. هناك البعض يعني مجموعه من المغاربه نساء او رجال اللي غادي يستغلوا فرصه ديال انهم في هذا الحجر الصحي، واللي غادي يكونوا بجوج غادي يحاولوا انهم يحلوا المشاكل ديالهم، ويلا يرجعوا للماضي، ويلا يبداو يحاسبوا بعضياتهم، درتي ليا درت ليك، فعلتي ليا فعلت ليك، لحقاش غادي يتلاقاو وغادي يجلسوا. يعني اش من نصيحه تقدري توجهي لهاد الناس اللي ربما بشكل مغلوط غادي يحاولوا ولا غادي يفكروا بان هذه فرصه ملي غادي يكونوا بجوج في بيت واحد مجموعين 24 ساعه على 24 ساعه، ورمضان هذا والصيام، والانسان يقدر يتقلق، والانسان يقدر يكون عنده شويه يعني مع الصبر قليل. اشنو النصيحه ديال الدكتوره بحالك اللي توجه للمراه او للرجل في هذه الفتره هذه باش يتفاداو هذا النوع من لي فاس، يعني ان وجه لوجه وكيبداو يعاتبوا بعضياتهم ويحاسبوا بعضياتهم؟ هذا ماشي الوقت باش نبداو نحلوا المشاكل ديالنا وباش نقادوا المشاكل ديالنا. لا يكون مشاكل ديال يكونوا اللي عندهم علاقه بالازواج، ولا مشاكل اللي عندهم علاقه بالعلاقه الحميميه. نعرف بزاف ديال بوكو دو فام سو بلين بارتيكوليرمون. دونك هذا ماشي هو الوقت ديالها، وماشي الوقت باش نهضروا في الفلوس ولا في اي حاجه. هذا وقت باش نعاودوا نلقاو واحد بحال كيفاش غادي نقول ان بون، واحد السجر اللي عادي يجمعنا باش ندوزوا واحد الوقت مع بعضياتنا بلا ما نقلبوا على اشياء اللي عادي تزيد لنا في الضغط ولا عادي تزيد لنا في الاعصاب ديالنا. وحنا ديجا مع الضغط ديال الحجر الصحي راح كاين واحد الضغط اللي هو صعيب، والوقت والملل كومون دير لو فيد، الفراغ خاصنا نعمروه. دونك ما نعمروش بالمشاكل. وفاش نطرحوا مشكل في واحد الوقت اللي ماشي هو ايجابي باش نتكلموا عليه واللي ما نقدروش نحلوه، خاش دو توت فاسون واخا نبغيو نديرو شي حاجه ولا نحلو شي مشكل ماشي الوقت. خاش اوني دابا الحجر الصحي اوني كونفيني، الاشياء تنديروها في الدار. دونك ماشي هذا هو الوقت اللي غادي نجبدوا كاع مشاكل الماضي باش نحلوهم ونقادوهم. هذا سهل فاش نجيو ندويو عليه، ولكن في الحقيقه سيك فاش يكون الفراغ وفاش يكون الضغط تمشيو نجبدوا كاع المشاكل ديالنا نتكلموا عليها. نكته جميله من واحد الصديق الاخ ربيع كنحيوك، اللي قال لك الوالد والوالده بقاو كيهضروا بجوج، والوالده ديالو تفكرات باللي باها ما كملش ليها راجلها ما كملش ليها الصداق. فوالا هذا النوع مو بون، مي سا سي طريفه هذه من مي سي سا باسكو فوي، سيتادير غادي نهربوا من هذاك الفراغ. وباش نهربوا من الفراغ ما كاينش احسن من باش نعطيو الضغط ديالنا. اون بو با دير راه انا دابا راني في الحجر الصحي، راه انا اللي عندي مشكل مع الضغط النفسي ديالي وعندي واحد الصعوبات واحد اضطرابات عصبيه اللي هي عاديه في هذا الوقت اللي حنا تنخافوا على من المرض وداكشي واللي اوني كونفيني. اي دونك شنو غنديروا؟ غادي نلوحوا هذاك التهمه ديال الضغط ديالنا ولا التهمه ديال الاضطرابات العصبيه ديالنا على الاخر. وشكون اللي تيكون قريب منا؟ اون جينيرال سي الزوج ولا دي فوا الاطفال ايتترا. دونك تنلوحوا هذاك لونغواس ديالنا ولا هذاك لو ستريس ديالنا على الاخر، باسكو سي ديفيسيل دو دير كو سا فيان دو نو. ما ان فيت سي تو افي نورمال. الوقت اللي غادي نلقى راسي شويه معصب ولا مزير هو وقت اللي يمكن خصني ندوزو مع راسي ندير فيه رياضه ولا نصنت فيه الموسيقى. اي سني با غراف دو لو دير، سيتادير ما نزيدوش نضغطوا على نفسنا، كو سوا الزوج ولا الزوجه ولا الاطفال راهم تيحسوا بهذاك الضغط. دونك اوتون دير سمحوا لي انا غادي Un grand salut à nos amis d'Algérie qui nous suivent aussi. Ramadan Karim à tous nos frères et nos amis d'Algérie, nous vous aimons. Voilà, entre les Algériens et le Marocain, c'est une grande histoire d'amour et nous voulons vivre dans l'amour et dans la paix et dans une belle projection pour l'avenir. Il y a un ami, Qassem
Ce qui est Maghraba, magnifique merci avec beaucoup. Najib Abdelhak, c'est qu'on a des histoires d'amour Voilà. partout. Ben, il faut, on vit que d'amour, hein. C'est le seul, c'est le premier venu, le dernier à partir et il ne partira jamais dans cette vie et dans toutes les autres. Qasim Gharba nous a donné une très Oui. bonne idée. Pourquoi ne pas parler d'art et de création durant le Ramadan et Oui. durant cette période de confinement? Cher C'est ami, une belle on va, sublimation. voilà, on va te faire plaisir et on va revenir avec certains artistes. On en connaît plein, j'en connais pratiquement 90% des artistes marocains et on va essayer de faire une émission dédiée à l'art et à la créativité et la création durant le confinement et durant ce mois de Ramadan. Revenons donc à notre couple et revenons à une question extrêmement sérieuse. Maintenant, on va entrer dans le vif du Heureusement sujet. qu'il tient le fil parce que je n'ai pas sa répartie, son intelligence. Donc Je perds le fil. Je voudrais parler des problèmes de sexualité des Marocains. Toi, en tant que clinicienne, quels sont véritablement les problèmes que tu as diagnostiqués qui reviennent Quelle le question. plus souvent? Voilà. Ben, il faut le dire parce que les gens posent des questions. De quoi souffrent les Marocains? Quelqu'un pose la question par rapport aux troubles sexuels chez les Marocains. Il y a eu des études qui ont été faites. Oui. Chez les hommes, beaucoup d'éjaculation prématurée, de troubles de l'érection. Il faut dire les choses comme elles sont. Chez les femmes, un taux d'insatisfaction qui est important. Et des fois, une anorgasmie de plus de 28% de la population féminine qui ne se plaint pas de ne pas avoir d'orgasme. Un orgasme, tu peux... Voilà. Un orgasme, c'est ne pas avoir d'orgasme ou de plaisir pendant l'acte sexuel, c'est-à-dire choix. Voilà, tout simplement. Et donc, elle va le cacher parce qu'elle se sent, c'est-à-dire que ce n'est pas par rapport à l'homme ou parce qu'elle va baisser sa virilité, pas du tout, mais elle sent qu'elle a un problème. Donc, en général, il y a beaucoup de simulation et il est quand même malheureux de voir des fois 20 ans, 30 ans de relations diverses sans orgasme. Ça existe, hein, c'est 28%. Et puis, il y a toutes ces histoires de vaginisme, de dyspareunie, de douleurs à l'intromission qui sont très fréquentes, particulièrement dans les populations où les jeunes filles ont eu une éducation très étriquée et donc qui ont un rapport au corps très particulier. En sachant que certaines choses avec lesquelles on découvre notre corps, il faut dire les choses comme elles sont, que ce soit l'éducation sexuelle d'un garçon ou une fille, la masturbation permet de connaître son corps, et ces choses-là, comme elles sont souvent tabous, comme on n'en parle pas, qu'il y a un manque d'éducation sexuelle notoire, quand une jeune femme ne connaît pas son corps, sa sexualité peut très vite aller, déjà ne pas aller dans son plaisir à elle, ne pas savoir ce qu'elle aime ou ce qu'elle veut, mais plus faire le plaisir de l'autre. Je me suis vue écouter des personnes et étonnée quand on me dit mais je ne comprends pas, je viens vous voir, ça fait 2 ans que je suis mariée, je ne vois pas l'utilité de la relation sexuelle dans mon mariage, mais mon mari y tient. C'est vous dire un peu l'importance de l'éducation sexuelle, pas que chez les femmes, chez les hommes aussi, parce que les jeunes garçons ont une éducation sexuelle sur le net, qu'on le veuille ou non, avec la pornographie, avec des dimensions qui ne sont pas réelles, avec un acte sexuel souvent maquillé ou théâtralisé, des fois violent. Et donc, démarrer la sexualité dans la violence, quand on a eu des images plutôt que des discours, et plutôt de la pornographie que de l'érotisme, ou de la sensualité, ce manque de sensualité, des fois, va amener à une sexualité par à-coup ou par compulsion, et c'est du fast-food sexuel. Donc, je pense que, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais je dis que c'est les principaux maux de la société. Marocaine, telle que tu les as Marocaine, diagnostiquées. qui est à l'image de ce qui se passe un peu partout se passe un peu partout, en dehors, bien entendu, du vaginisme, des dyspareunies et des anorgasmies qui sont inhérentes à une culture particulière et un rapport au corps qui est différent. Il y a des hommes qui disent avoir des problèmes d'impuissance. Je mets tout ça entre guillemets. La puissance n'est pas là. Moi, je salue les hommes qui ont dit qu'ils avaient un problème d'impuissance. On a eu une question ? Oui, bien sûr. Problème d'impuissance, problème d'érection et tout ça. Toi, en tant que médecin, comment tu gères ce genre de cas? Il faut d'abord du courage. Nous connaissons l'homme marocain, nous connaissons aussi la société et l'entourage et l'environnement. C'est très difficile de venir voir un médecin. Est-ce que pour toi, tu reçois des gens qui ont des problèmes et qui en parlent en toute liberté? Mais pas que moi, mes collègues, on reçoit des couples, on reçoit des personnes qui consultent, on reçoit beaucoup de choses. On reçoit des couples, on reçoit des personnes qui consultent pour des difficultés sexuelles. On reçoit aussi des thérapies de couple à 60 ans.
ou plus de 60 ans. Je trouve ça magnifique. Et puis, on reçoit aussi des couples C'est de toute orientation sexuelle. C'est important de le dire. Le Maroc est à l'image d'autres pays. Et je trouve ça magnifique. Comme on peut avoir un jeune homme de 22 ans qui a des difficultés avec sa copine qui arrive. Je trouve ça... non, les Marocains sont... Une question, Oui. l'éducation sexuelle existe-t-elle dans le monde rural? Docteur. Oh, Younes Sardé nous pose cette question. L'éducation sexuelle n'existe pas dans les manuels scolaires proprement dit au Maroc. On va dire les choses comme elles sont. L'éducation sexuelle, on est sur un livre sur l'éducation sexuelle qui serait adapté à notre contexte. Najib Abdelhak et moi. L'éducation sexuelle n'existe pas. C'est une éducation sexuelle sur le tas. C'est une éducation sexuelle versus chôma, versus tabou, comme s'appelle l'émission. C'est une éducation sexuelle où on en dit ce qu'on veut et tout dépend de la région dans laquelle on est au Maroc, parce qu'il y a toujours des petits... on va dire, des choses qui sont inhérentes à la région et à la façon de penser. C'est pas toujours... mais il n'y a pas d'éducation sexuelle réelle, si ce n'est que l'importance de la virginité prend encore beaucoup de place, quoi qu'on en dise, et que comme la sexualité oblige et que l'âge moyen du mariage qui permettrait, entre guillemets, une première relation sexuelle est de plus en plus avancé, ou des fois n'a pas lieu, ce mariage, donc la sexualité peut démarrer de manière, comme je l'ai dit la dernière fois, des fois violente ou non sensuelle, où le prince charmant sur son cheval blanc n'est toujours pas présent. Or, entre 16 et 25 ans, c'est J'ai envie de poser une question sur cette histoire de prince charmant. On a des choses. Oui, j'ai envie de poser une question par rapport à ça. Il y a la sexualité chez la fille marocaine, au milieu rural, au milieu urbain, peut démarrer très tard. Et donc, d'où certains comportements, certaines attitudes, certaines violences donc pour les débuts. Mais il y a aussi des jeunes filles de 12 ans qui sont mariées à des hommes de 60 ans. C'est une réalité marocaine. 12 ans, c'est un peu jeune. Ah si, il y en a. Je suis journaliste et je sais de quoi je parle. Ok, je peux te céder un an de plus, 13 ans. Voilà, ça te va, 13 ans? Voilà, il y a des jeunes filles... Ça, ce n'est pas de mariage, ça, c'est de la pédophilie. Voilà, donc pour que les choses soient claires, voilà, il y a des pratiques comme ça qui ont encore droit de citer au Maroc. Et ça, c'est notre devoir, en tant que chercheur, en tant qu'observateur, en tant que journaliste, en tant que citoyen marocain, de dénoncer ce genre de pratiques. On ne peut pas marier une jeune fille de 12, 13, 14, 15 ans à un homme de 60 ans ni à un homme de 40 ans. Parce que cette jeune fille, elle est encore une gamine. C'est une adolescente qui n'a pas encore compris ce que c'est que le mariage, ni ce que c'est que la vie, ni ce que c'est que son corps, ni ce que c'est que la sexualité, ni ce que c'est que le corps d'un homme. Donc, c'est véritablement un crime. Voilà, donc je tiens à le souligner. C'est pas compliqué, le corps d'un homme. Non, c'est une question de compliqué. J'étais en train de parler d'un crime. Voilà. Mais pas que ça. Même marier une jeune fille de 18 ans ou de 25 ans à un homme de 60 ans, c'est choquant. Voilà, donc voilà. Ce sont des choses qui ont droit de citer au Maroc. Je pense que c'est des choses dont on parle de plus en plus et je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. Pourquoi? Parce que le média est très présent, le monde rural aussi, le média est très présent. C'est pour ça que les héros modernes sont souvent les chanteurs qu'on peut voir sur certaines chaînes. Je ne vais pas citer les chanteurs ou autre chose et non pas comme on le voit aujourd'hui, ni le pompier, ni le policier, ni l'enseignant, ni le médecin, comme c'était à une époque, qu'on le veuille ou non, ou le journaliste d'investigation qui était donc ce qui est bien dommage. Le média est très présent. De toutes les manières, excusez-moi. Le média est présent partout. Donc je veux juste représentant du média. Non, je veux juste ouvrir une parenthèse. Oui. Tu as parlé de certains métiers que l'on a eu tendance à oublier. La crise, la pandémie, le coronavirus, la maladie, la menace, le danger, la peur de la mort nous ont ramené à des choses essentielles, qui sont le médecin. Merci le médecin d'exister, merci l'enseignant d'exister, merci à l'agent de sécurité, merci aux forces, merci aux femmes de ménage, merci aux infirmières, merci à toutes ces personnes qu'on a oubliées. Il n'y a pas que des gens qui tablent ou qui rayent, on devrait mettre en avant. Il y a des gens qui ont fait du travail, qui font du travail, qui risquent leur vie, qui se sacrifient pour sauver la vie des autres. Et ce sont ces gens-là qui devraient être portés en exemple dans une société comme la nôtre. Parce que quand on est arrivé face au danger, ce sont eux qu'on a retrouvés, on n'a pas retrouvé les autres. On n'a retrouvé ni Messi, ni Cristiano Ronaldo. On a retrouvé l'infirmière, on a retrouvé l'aide-soignante et l'aide-soignant, et on a retrouvé le médecin, le chercheur, le scientifique et l'enseignant et l'agent de police. Merci beaucoup. Ah oui, il fallait le dire. Oui, non, mais il le dit tellement bien. Donc, non, il fallait le dire, ce sont des choses importantes. Et puis, voilà, donc moi je disais qu'il y avait un rôle du média qui aujourd'hui est présent partout.
Et donc, un rôle de la télévision, tu représentes, enfin pour moi en tout cas aussi, quant à la culture, quant au conditionnement de la façon de penser, quant aux éléments déclencheurs de la pensée, du réfléchi, de la projection et de l'image, tout simplement, à qui on veut ressembler. C'est quelque chose que le média peut faire, que ce soit dans le monde rural ou ailleurs. Après, quand on voit que telle personne est sortie de tel quartier et à 16 ans a épousé un émir, je ne sais quoi, et qu'on n'a pas besoin de faire des études ou qui n'est pas plus important que de trouver quelqu'un de riche, et ben, la petite jeune fille de 12 ans dans la campagne, ben, elle va rêver aussi de quelqu'un de plus riche et plus âgé. Donc, les images que peut emprunter par coping notre cerveau, et des fois, pas toujours véhiculées par le contexte culturel ou véhiculées par le média, peuvent des fois nous tromper quant à l'avenir qu'on rêve ou l'avenir qu'on fantasme. Et ça fait quand même des malheureuses. Ça fait quand même des malheureuses. Est-ce que les Marocains sont heureux en sexualité, en sexe, dans leur corps? Mais la sexualité n'est pas une condition au bonheur. Non, moi j'ai dit est-ce qu'ils sont. Ouais. Elle participe, encore doit-elle être équilibrée. Quand je parle d'équilibre, il n'y a pas de recette. C'est en fonction de chacun. Et là aussi, c'est une histoire de dignité et de rapport au corps. La difficulté est dans la levée de la culpabilité de la femme par rapport à son corps, dans la levée de la culpabilité de la femme quant au plaisir, et la levée de la culpabilité quant à la femme qui se sent femme quand elle est mère ou épouse. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont très profondes, qui ont besoin de temps, dont on a besoin de parler, et on pourrait parler que de culpabilité, faire une émission pour parler que de culpabilité, comme ça, qui est héritée à travers et qu'on fait hériter de manière inconsciente, comme ça, très présente. Non, la dignité est très importante. La dignité est très importante, et je crois que je l'ai dit la dernière fois, rester vierge et démarrer sa sexualité par la sodomie, c'est quelque chose qui est, pour moi, indigne, dans le sens où une sexualité d'un adulte averti, oui, mais comme il veut, comme il le souhaite, dans un élan de maturité, c'est un choix, mais démarrer de cette manière et pour cette raison et sa sexualité chez des jeunes filles qui sont universitaires ou lycéennes et tout ça, et des choses qui sont vues, qui sont réelles, qui sont vraies, sont extrêmement désolantes. J'ai une question d'un ami que j'aime beaucoup, c'est Mohamed Mliles, qui nous dit il y a des gens qui vivent ensemble depuis des années et avec le confinement viennent à peine de se découvrir. Donc revenons à notre sujet, oui. Sexualité partant de confinement, comment on arrive à se découvrir si on a passé 10-20 ans ensemble et qu'il a fallu qu'il y ait un danger, une maladie et que l'on soit obligé de rester l'un devant l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on se découvre des qualités, qu'on se dit tiens, j'ai un mari magnifique, j'ai une femme magnifique. Ça rapproche. Le fait de vivre un danger ensemble, c'est quelque chose de toute façon qui rapproche de sa famille, qui rapproche de son conjoint, qui rapproche des personnes qui nous sont chères ou avec lesquelles on vit ce danger ensemble. Il y a des choses qui sont même biologiques, parce que la personne avec laquelle je vais traverser une crise et je vais m'en sortir, entre guillemets, est une personne qui va, mine de rien, marquer ma vie. Peut-être que c'est quelque chose qui est important. Donc, dans le couple, se redécouvrir, c'est beaucoup de choses. On peut, en fonction de la personnalité de chacun, en fonction des fragilités de chacun, on peut se redécouvrir positivement ou négativement. Tout comme on peut, tout dépend, je vous dis, tout comme peuvent ressurgir tous les défauts de l'autre quand on est H24 ensemble. D'où l'importance, parce que les personnalités sont différentes, les gens sont différents. Spontanément, il y a des personnes qui sont un peu plus en retrait social que d'autres. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus, on va dire, de manière plus consistante, qui sont dans la communication, ou qui sont dans... C'est leur façon de vivre à elles le confinement. Elles doivent combler le vide et être en contact permanent. Il y a des personnes qui ont besoin de présence, d'autres qui ont besoin d'être seules. Et dans le couple, il n'y a pas de recette. C'est-à-dire que tous les couples ne se ressemblent pas. Il n'y a pas de formule. La formule, c'est celle qu'on met en place ensemble. Se redécouvrir, oui. Mais vu ce qu'on voit aujourd'hui, et puis on voit ce qui s'est passé en Chine, par exemple, c'est qu'il y a eu un élan à la sortie vers la consommation, entre guillemets, des plaisirs, parce qu'il y a eu tout cet attrait au luxe, et puis il y a eu cet attrait vers les mariages, donc beaucoup de nouveaux mariages post-confinement, et beaucoup de divorces. On va dire, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de mariages ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de relations virtuelles. Les relations virtuelles, c'est le fantasme à l'extrême, mais dès qu'on réalise le fantasme est rapidement déchu, et quand le fantasme est déchu, on se sépare encore plus vite qu'on s'est mis ensemble.
Donc voilà, donc la question est posée, hein. Je ne réponds pas aux questions, je les pose au contraire, mais ça c'est le défaut du psychiatre. Il pose souvent les questions et il n'y répond pas. Je vais faire une blague. Vas-y. D'accord. Je t'écoute, j'aime les blagues, moi. Je vais faire une blague juste pour, en attendant des questions. Ça c'est un monsieur qui rencontre, comme toi, qui rencontre un ami qui lui dit, mais alors, comment ça se passe chez toi? Il dit, mais écoute, je suis très très malheureux, j'ai 35 ans, je fais toujours pipi au lit, c'est horrible. Donc, je ne sais pas quoi faire. Il dit, mais va voir un psychiatre. Donc, il va voir un psychiatre, et puis il se revoit un an après. Donc, il se revoit un an après, et le monsieur le trouve tout heureux et tout. Il dit, mais mon ami, tu as bien fait d'aller voir un psychiatre. Regarde comment tu es heureux. Tu ne fais plus pipi au lit? Il lui dit, non, la différence, c'est qu'avant, je faisais pipi au lit et que j'étais malheureux. Aujourd'hui, je fais pipi au lit, je suis heureux. C'est génial. L'acceptation aussi. Okay. L'acceptation. Accepter quoi? Il y a des choses inacceptables. Non, il y a des choses inacceptables. Mais l'acceptation que les défauts ne viennent pas toujours de l'autre. Attention, on est dans une société particulière, la nôtre, hein, je parle vraiment de nous, les Marocains, où on ne s'approprie pas notre acte. C'est-à-dire, quand on va parler, je vais le dire en arabe, on ne dit pas j'ai cassé le verre, on dit c'est-à-dire, on ne prend pas la responsabilité par rapport à ses actes. Mine de rien, si dans un couple, il n'y a pas, même dans un couple qui va mal, il n'y a pas un fautif. Il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort. Il y en a deux qui ont raison et probablement tort en même temps. Parce que la façon de fonctionner à un moment est devenue délétère pour les deux. Ou elle est devenue souffrance pour les deux. Mais quand la balance, parce qu'on ne peut pas être tout le temps au beau fixe, mais quand la balance va pencher plus vers la souffrance que vers des moments, on va dire, positifs ou d'intimité ou d'union, quand la balance va pencher, il y a un moment où il y a une prise de décision. Il nous est difficile de prendre des décisions parce qu'on ne s'approprie pas nos actes, déjà culturellement. S'approprier son acte est quelque chose de difficile. Le jour où on dira « reste le caisse plus que reste le caisse », ça va être peut-être... Ça a l'air très imagé au caricatural, mais je vous promets que c'est une lecture aussi à avoir. Des fois, cette image en miroir de l'autre, c'est les choses, vous savez, qu'on n'aime pas en soi-même ou qui nous font mal qu'on rejette chez l'autre. C'est ce qui fait écho. C'est ce qui fait écho chez nous, en fait. Et généralement, quand on donne conseil à quelqu'un, c'est à soi qu'on se le donne. Donc, gardez ça en mémoire. Quand vous voulez donner un conseil. En fonction de soi. C'est là où toute la difficulté, le cheminement, et je fais un coucou à mes amis psychiatres ou psychologues cliniciens qui prennent en charge des patients. C'est là tout le cheminement parce qu'on ne prend pas la décision à la place de l'autre. Il n'y a pas de bonne décision, il n'y a pas de bonne vie, il n'y a pas de bon cheminement, il n'y a pas de bonne recette. Ce n'est pas parce que c'est la mienne. Ça, en général, si c'est ma recette que je prône, c'est que je ne suis pas vraiment en réconciliation avec moi-même et que j'ai besoin de mettre en place ma recette pour les autres pour ne pas me noyer. Et à ce moment-là, peut-être qu'on se noiera tous ensemble. J'ai une remarque d'une amie, je te salue, une idale, qui a soulevé quelque chose de très important. Avec le confinement, nous avons découvert quelque chose qui s'appelle la vacuité de soi. Effectivement, parce que nous avons versé dans le virtuel et nous avons versé dans la matérialité à tout va et à outrance. Donc, et quand on a été obligé de rentrer chez soi, on ne peut plus se couper du téléphone. On vit 24 heures sur 24 dans un ordinateur, dans un écran de smartphone, accroché à quelque chose de technologique et on a oublié de s'accrocher à soi-même. C'est peut-être une des occasions rares que nous offre l'humanité aujourd'hui et l'histoire, c'est de pouvoir retourner à des choses simples. Les choses simples telles que je les conçois moi pour la vie d'un couple ou même vis-à-vis de soi-même. Retrouve-toi toi-même, essaye de parler à toi-même, essaye de prendre du temps. Le silence est très important. Tu n'as pas besoin de regarder ton téléphone 36 000 fois par jour. Tu n'as pas besoin de répondre à tous les WhatsApp. Tu n'as pas besoin de mater toutes les nanas sur Instagram. Tu n'as pas besoin de regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux. La vie des autres, c'est la vie des autres. Ça ne regarde que les autres. Ça, c'est mon avis. Je ne veux pas du tout que les autres regardent ma vie parce que la leur ne m'intéresse pas et la mienne encore peut-être moins. Ça les intéressera pas du tout parce qu'il est ce qu'il est et il est la mienne et je l'assume. Et que ce confinement nous permettra peut-être d'avoir des rapports humains, tout ce qui est de plus basique et simple. C'est juste pouvoir rester seul. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester seuls 5 minutes. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester à ne rien faire 5 minutes. Il y a des gens qui peuvent ne pas rester à la maison sans regarder une télé, sans ouvrir un smartphone 5 minutes. C'est peut-être là un véritable exercice de 2 mois. C'est un véritable entraînement intensif pour pouvoir retrouver un semblant d'humanité parce que nous l'avons perdu à force d'être dans le virtuel. Nous avons perdu même l'essence de qui nous sommes, c'est-à-dire un être humain
qui est de chair et d'os et qui peut sentir, vibrer, rester seul, écouter le silence. Écouter le silence, ça parle parfois beaucoup plus fort que tous les mots. Pardon. Oui, nous ne sommes jamais seuls en fait. Quand on est seul, on est avec soi-même. Être avec soi-même, des fois, à moins de le partager ce soi-même, peut être difficile parce que ça nous amène à l'introspection et l'introspection n'est pas de mise dans un monde où la fatalité, le destin et les choses sont toujours hors de nous-mêmes et où le libre arbitre a peu de plus-value. Alors, pour être plus simple, tout simplement, c'est être avec soi nous amène à réfléchir. Nous amène à réfléchir, nous amène à penser. Et comme la pensée, la réflexion de soi est difficile, pour tout le monde, confinement ou pas confinement, et comme elle est difficile, on va souvent téléporter sur l'autre, cet autre qui partage notre vie, d'où les possibilités de friction, d'irritabilité pour pouvoir se fuir en fait, et fuir ces décisions, ces introspections, ces cognitions ou ces pensées qui des fois nous ramènent à la dure réalité en miroir quand on ne peut plus combler le vide par la fuite dans le quotidien. Ok, mais il y a d'autres fuites aussi qui sont des fuites extraordinaires, des fuites vers l'intérieur. C'est prendre un livre, ça c'est excellent. Pour les gens qui n'ont jamais lu, c'est peut-être une occasion. Lisez, ça fait du bien. Vous savez, la culture nuit gravement à l'ignorance. Moi, je le dis, je le répète, ça vous fera que du bien de lire. Regardez un bon film, regardez un bon documentaire, regardez une bonne série. Il y en a de très très bonnes. Il y en a de très très bonnes, bien écrites, bien ficelées, avec des acteurs magnifiques. Il y a des choses exceptionnelles à faire. Et puis, parler de sujets que vous avez vus ou regardés, au lieu d'essayer de parler, de revenir et de ressasser le passé. On est tellement forts, nous, dans nos cultures. Ressasser le passé, le quotidien et les problèmes. Et la culpabilité, culpabiliser autres, se victimiser, dire à l'autre, voilà, tu m'as pas fait, tu m'as pas fait, tu m'as fait, tu m'as fait. C'est pas le moment de régler des comptes, on l'a dit au début. Si vous prenez les 2 mois de confinement pour régler vos comptes entre vous, c'est que vous vous êtes trompé d'époque et surtout vous vous êtes trompé de confinement. Voilà, il vaut mieux aller quelque part. Il y a autre chose, on est responsable. Je vais dire quelque chose d'extrêmement choquant, mais je l'assume complètement. Complètement. C'est-à-dire des fois, une dame va venir me voir et je fais un clin d'œil à une amie qui m'est très chère, qui va me dire, mais mon mari me bat depuis 10 ans, je comprends pas, je fais tout pour lui. Mais tu as accepté. C'est quelque chose qu'on accepte, c'est-à-dire que quelle que soit la situation, et quand bien même elle est extrêmement choquante, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement féministe, et puis taper sur une femme ou taper sur un homme, c'est pareil, la violence physique envers les femmes est quelque chose de rédhibitoire et qui fait extrêmement mal, mais on a accepté la situation, c'est-à-dire que ce ne sont pas des situations imposées auxquelles on ne peut rien. Tout comme une décision impulsive ne se fait pas. Mais ce confinement aussi est l'occasion de se retrouver avec cet autre avec lequel on partage sa vie pour savoir si cette vie qu'on partage est une vie qui nous amène à nous élever avec l'autre ou au contraire à souffrir. Donc, quelle que soit l'issue, que ce soit l'union et le renforcement du couple ou que ce soit la désunion, elle est positive. La lecture est positive. Dans le sens où, de toute façon, ça nous amène à une décision qui est le reflet de nous-mêmes. Il y a quelqu'un hier qui m'a appelé pour me parler, pour me donner la nouvelle de quelqu'un qu'il aime, en me disant, tiens, tel a pris la décision de divorcer. Partant de confinement, la femme ne le sait pas, mais l'homme a décidé. Il est arrivé, mais il se trouve que cet homme vit malheureux depuis 15 ans. 15 ans qu'il est malheureux. Ça fait 15 ans qu'il n'a pas parlé à cette femme. Ça fait 15 ans qu'il n'en peut plus. Et ça fait 15 ans qu'il ajourne. C'est peut-être pas le bon moment. Il va pas lui dire demain, salut, on se sépare. Peut-être il attendra le confinement, la fin du confinement. Mais il se trouve que c'est une très bonne chose. Je ne pousse pas les gens à se séparer, à essayer de rester rabibouchés, prenez-vous les uns dans les autres. Voilà, prenez vos décisions comme vous voulez. Mais ça peut avoir du bon. Voilà, quelqu'un qui a passé 15 années à ajourner, mais au moment où il s'est retrouvé face à lui-même, il a peut-être pris la bonne décision. Et pour lui et pour cette femme, parce qu'elle aussi, elle est malheureuse. Il faut respecter cette personne aussi avec laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on ne se met pas en couple avec quelqu'un par hasard, on ne vit pas avec quelqu'un des années par hasard, c'est parce qu'on a aimé cette personne, parce qu'on a partagé des choses, qu'il y a eu énormément de respect, etc. Et je pense que qu'on vive ensemble et que les choses puissent perdurer à la vie, à la mort, de manière très catholique, voilà, à la vie, à la mort ou pas, le respect de ces années, de ces belles choses qu'on a passées,
de ces partages et de l'amour qu'il y a eu n'est pas en fait un arrêt d'amour. C'est ce qui fait l'arrêt d'amour ou ce qui fait la violence ou ce qui fait l'agressivité ou l'irritabilité ou l'agression de l'un ou de l'autre. C'est de devoir rester ensemble alors qu'il n'y a plus ces accroches. Donc le respect de soi, le respect de l'autre avec lequel on a passé des choses extrêmement belles, parce qu'on n'est pas avec quelqu'un par hasard, on l'est parce qu'on l'a choisi à un moment, dans un contexte donné, dans des sentiments donnés. Et bien par respect pour l'autre et par respect pour soi, pour pouvoir garder des relations saines, surtout quand il y a des enfants, etc. Des fois, pouvoir réussir une séparation plus qu'un mariage est quelque chose pour accompagner des personnes pendant leur séparation qui peut être magnifique dans le sens où il n'y a pas de discorde particulière et que les enfants ne souffrent pas. C'est important. Des fois, on entend oui, mais moi je reste pour les enfants. Vous savez, comme c'est difficile pour un enfant devenu adulte d'entendre mais moi je suis resté pour toi. Ça, c'est quelque chose qui est inhérent à notre société. C'est extrêmement lourd à porter pour un enfant. Un enfant, c'est l'adulte qui a décidé d'avoir un enfant à un moment donné de sa vie. Un enfant n'est pas un antidépresseur, un enfant n'est pas un lien qui va venir rabibocher un couple qui va mal. Un enfant vient pour qu'un couple puisse l'accueillir dans les meilleures conditions, en équilibre. Au contraire, rester ensemble dans un environnement électrique avec des difficultés pour vivre ensemble, c'est apprendre encore et faire hériter cette souffrance, cette fatalité, et puis et ce sacrifice qui est inhérent à nos sociétés. Et donc, nous qui voulons que nos enfants soient plus heureux que nous, en leur apprenant le sacrifice, comment ils vont pouvoir l'être ? C'est difficile. Donc, des fois, c'est vraiment cette communication non violente, parce qu'il est très difficile pour un enfant de vivre 15 ans avec des parents qui ne se parlent pas, qui font chambre à part, avec des difficultés notoires et de la souffrance quotidienne. Il y aura plus de mal à rentrer chez lui. Donc, penser les choses, c'est les penser avec une réelle balance décisionnelle, dans le temps, dans la sérénité, de manière réfléchie et non pas impulsive, de manière à mûrir le couple, qui est ce processus vivant dont j'ai parlé, qui se resserre et qui devient plus fort, ou ce processus vivant qui peut rester famille sans être couple. C'est aussi possible. Il y a une phrase très très importante qui revient souvent dans les relations humaines, relations de couple surtout, et relations père et enfant. C'est j'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait pour toi. Et si on l'écrivait, on la lisait, on l'entendait différemment. J'ai tout fait pour toi, c'est étouffé. À force de le répéter, ça devient de l'étouffement, de la suffocation. À un moment donné, il faut se libérer, reprendre son souffle, respirer un bon coup et aller peut-être juste se ressourcer. Oui, parce que les ailleurs. enfants ont besoin de parents heureux. Voilà. Pour Donc, pouvoir être heureux, on a besoin de voir du bonheur. Voilà. Et même entre mari et femme, j'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait pour toi, deviendra très vite de l'étouffement. Et étouffer l'autre n'est pas bon. C'est un partage. Voilà. C'est un partage. Moi, je pense que quand on arrive à dire ces choses qui sont dures et qu'il y a une levée de respect, quand on fait quelque chose, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Donc, la remontrance, qu'elle soit masculine ou féminine, du j'ai tout fait pour toi, c'est déjà quelque chose, je pense, qui dépasse la possibilité d'avoir une vie sereine, entre guillemets. Parce que quand on dépasse certaines choses en mots, même si la personne pardonne, le corps ou l'esprit des fois, parce que des fois les choses ne sont pas concordantes. On peut vous dire je t'aime sans vous regarder dans les yeux, on peut vous dire je t'aime en regardant ailleurs ou en vous tournant le dos. Donc quand la mimique est discordante par rapport au discours, c'est qu'il y a quelque chose qui pèse. Et il faut tourner sa langue souvent parce que les choses restent. Dire à quelqu'un j'ai fait pour toi, il fallait pas faire, ou il ne faut plus faire, ou c'est déjà qu'on a déjà pris la porte. C'est lourd de dire à quelqu'un j'ai fait pour toi, parce que que ce soit dans un couple ou que ce soit pour un enfant, c'est vécu comme un devoir spontané, ou c'est vécu comme un plaisir spontané de faire pour l'autre ou avec l'autre, parce que qui dit couple dit une entité à part entière et un seul processus, donc on fait ensemble dans la toute clairvoyance de vouloir faire les choses consciemment ou inconsciemment. Quand on est aussi un peu aveugle, on a envie de faire les choses comme on veut,
mais la remontrance ne sert à rien. Si on veut s'arrêter de faire, ben on arrête, sans pour autant revenir sur les choses. On a une question d'une amie qui te pose la question à toi, docteur. Pourriez-vous nous parler des parents pervers narcissiques? On reviendra, on organisera un épisode entier pour parler des parents pervers narcissiques ou des personnes perverses narcissiques. On fera les troubles de la personnalité en général et comment faire le deuil d'un parent toxique. Okay. Tout simplement. Ça, c'est très important. Maintenant, revenons à d'autres complications que peuvent vivre les couples en période de confinement, surtout que nous sommes à la veille de Ramadan. Donc, on a le confinement et on a encore le jeûne Ramadan qui n'est pas facile. Pour une fois, je le répète, nous allons vivre un Ramadan très spécial parce qu'on est confiné. Et les Marocains, on le sait, adorent sortir, ils adorent la compagnie, ils adorent être ensemble. Le Ramadan se vit en famille. Et là, la difficulté, c'est de ne pas pouvoir faire tous ces ftors et de se retrouver ensemble à hurler plus les uns que les autres autour d'une table, ce qui est extrêmement convivial et extrêmement... qui va nous manquer. Donc, ces couleurs, ces disparates du Ramadan, ces odeurs, des sorties après le ftour, et puis tous ces rituels qui ont marqué nos enfance et qui continuent à marquer nos cultures vont nous manquer pendant le confinement. Ce qui n'est pas facile parce que la perte de repères est souvent liée à la perte des rituels. Pour essayer de maintenir les rituels au plus, c'est important. La pression quant au Ramadan, parce qu'on parle souvent de sommeil Ramadan, d'irritabilité Ramadan, indépendamment du confinement. Là, le confinement est là, donc la pression est là. Les difficultés à combler, on va dire, la frustration sont là, et l'accès à la spiritualité vient se surajouter. Donc, un accès à la spiritualité ne passe pas particulièrement par des tables à 6000 kilocalories par jour ou par une inversion du rythme de sommeil où on dort le jour, où on est réveillé la nuit. Parce qu'en fait, ce qui rend irritable pendant Ramadan, indépendamment du confinement, n'est pas le Ramadan, ni le jeûne, ni la façon de vivre, c'est la façon de l'aborder. Parce que le jeûne est très bénéfique pour le corps. Il y a différentes façons de jeûner, ça on le sait. Le jeûne intermittent, il y a des gens qui jeûnent en permanence. Mais par contre, l'inversion du rythme de sommeil, ne pas dormir la nuit, consommer beaucoup de sucre, ces choses-là font qu'on peut avoir, et puis toutes les addictions, parce que on manque de tabac, on manque de cannabis, on manque d'alcool, etc., font que on est plus impulsif, plus irritable, plus de passage à l'acte, plus de violence verbale, plus de tension. Alors, comme le confinement est déjà générateur de tensions et de certains troubles, on va dire, dus justement au confinement, au vide et à toutes ces choses-là qui sont inhérentes à la peur, mais je n'ai pas envie de rentrer dans un jargon médical, le Ramadan risque de surajouter les choses, d'où l'importance du maintien des rituels le plus possible. Chaque famille a ses rituels, d'où l'importance du maintien d'espace et d'où l'importance du maintien d'un rythme de sommeil, de bien dormir et de ne pas manger jusqu'à s'étouffer aussi, c'est important. Ok, donc durant le mois de Ramadan, il y a des questions qui sont revenues, Ramadan et les addictions. Il y a des gens qui sont déjà, par période de confinement, ils ont de sérieux problèmes dus au confinement. Et tu le vis au quotidien parce que les gens ont besoin de traitement, de soins, d'accompagnement. Là, tu as beaucoup de demandes. Et là, les choses explosent aussi parce que Ramadan, c'est aussi une période délicate. Quels conseils pourrais-tu donner à des gens qui souffrent d'addiction et qui sont en soins ou qui sont à la demande d'une prise en charge? Ceux qui sont en soins ou qui sont pris en charge, il faut continuer leur prise en charge, que ce soit médicamenteuse ou en thérapie. Et puis, il est important aussi d'avoir accès à la personne qui vous prend en charge pour savoir si, d'abord, en fonction, parce que quand on parle d'addiction, on parle de maladie, en fonction des traitements qui sont mis en place, etc., si vous pouvez jeûner ou pas. Déjà, c'est extrêmement important, donc c'est quelque chose qui reste médical. Tout comme les maladies psychiatriques ou les personnes qui sont sous traitement. Donc, il faut accéder aux médecins traitants. Et puis, jeune ou pas, il y a une hygiène de vie. Il y a une hygiène de vie pendant Ramadan à essayer de garder. Cette hygiène de vie est inhérente au quotidien. Et on en parle déjà avec le confinement. On est tributaire. Notre humeur est tributaire de notre sommeil. Notre humeur est tributaire de nos activités. Notre humeur est tributaire de nos rituels de vie. Et qu'on soit entre quatre murs ou à l'extérieur, les rituels de vie sont importants. Nous n'avons pas toujours été confinés. Pourtant, il y a toujours eu des difficultés de ritualisation
et de programmation de nos vies parce que nous ne sommes pas égaux. Nous avons des fragilités et nous ne sommes pas tous égaux devant l'organisation, devant la possibilité d'accès à un travail, devant la possibilité d'accès à la sociabilisation, devant la possibilité d'accès à l'autre avec un grand A en règle générale qui fait partie de notre équilibre. Donc ce sont des choses, ce sont des mots qu'on connaît, ce sont des mots qu'on essaye de rétablir souvent parce qu'il y a des problèmes d'addiction, des problèmes de personnalité, des problèmes de maladie ou des troubles tout simplement, des difficultés. Donc, d'où la réhabilitation et la réinsertion qui sont importantes pour pouvoir fonctionner avec l'autre. Je ne vais pas parler de toutes les addictions aux écrans, aux jeux vidéo, aux jeux en ligne, etc., qui sont encore plus, on va dire, qui sont en fait le pivot principal de désinsertion aujourd'hui, ou l'addiction principale qui est en train d'éclore pendant le confinement. Elle existe, hein, mais qui pourrait bien augmenter parce que bien nombreux sont les enfants et les adolescents qui sont confinés. D'autres étaient confinés, on connaissait bien, on prenait le pouls de cette population-là qui déjà à 13-14 ans pouvait être déscolarisée. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas déscolarisés mais confinés, mais l'école à la maison, vous rajoutez les écrans, vous rajoutez les télévisions, une inversion du rythme de sommeil et une irritabilité inhérente en fait à ce manque de ritualisation et de programmation de vie, et le post-confinement pourrait être difficile pour un retour à la normale, si normal il y a. Alors, avant de poser une question qui me semble très très importante, je salue Pascal qui nous a rejoint de Marrakech. Pascal, Pascal, on t'adore, on t'aime. Oui, d'où vient cette psychose du Ramadan chez les Marocains? Très très bonne question. Ramadan qui devrait être vécu comme un mois de recueillement, un mois de spiritualité, un mois de retrouvailles avec soi, un mois de purification, un mois à la limite d'une espèce de catharsis où l'on se lave de toutes les scories de l'âme pour laisser entrer la lumière, voilà, de cet alignement intérieur qui est très très important. Et bien il se trouve que nous en avons justement, c'est pour certains une psychose. On le vit très mal, on le vit dans la violence verbale, les bagarres dans la rue, l'énervement, la colère à la maison. Enfin, il y a des scènes que nous connaissons tous. Et voilà, donc d'où ça vient, c'est aux spécialistes de nous répondre. Je ne sais pas si c'est le Ramadan le problème ou l'intolérance à la frustration. Nous sommes très intolérants à la frustration. Nous sommes souvent au sein très tard. Hein. Je parle pour les hommes surtout parce que la relation mère-fils est très particulière dans nos sociétés. Donc nous sommes au sein très tard. Et quand je dis sein, c'est-à-dire dépendance affective et la difficulté du non et la difficulté à la frustration. Or, le Ramadan, c'est une pratique. C'est une pratique de maturité et de frustration. Donc l'intolérance à la frustration qui aussi conduit aux différentes dépendances, qui conduit aussi aux difficultés d'insertion sociale, qui conduit aussi aux personnalités explosives et à la gestion des émotions qui est difficile. Et donc c'est plus la frustration. Ce n'est pas jeûner le problème, parce qu'on pourrait jeûner, c'est l'obligation de jeûner et d'avoir un rythme de vie qui pourrait être mal prise quand on va dire... quand l'obligation est difficile à vivre. Et puis de plus en plus, nous avons une génération, moi j'aime bien parler de génération sacrifice, qui a tout sacrifié pour les parents, parce qu'elle a travaillé pour le parent, et puis par la suite elle s'est dit, moi je me suis sacrifiée pour les parents, il faut absolument que je sois au service de mon enfant, donc il a tout donné après sur un plateau d'argent aux enfants, donc les parents hélicoptères, Père Noël, vous les appelez comme vous voulez, ou nos nouvelles générations sont encore plus intolérantes à la frustration. D'ailleurs, d'où la nécessité de maisons de retraite, donc cette solidarité familiale qu'on ne voit plus de la même manière, parce qu'on est tellement individualiste, tellement tourné vers soi, c'est l'ère du soi-même dans toute sa splendeur, et donc, mais ce soi-même est un recul, hein, ce soi-même est un retour vers l'arrière, et non pas du tout la modernité, parce que c'est des cycles. Mon ami Abdelhak aime bien parler de ça. En fait, c'est un retour en arrière, parce que le seul moment où la famille a été nucléaire, papa, maman, enfant, et non pas éclatée et avec une multitude d'intervenants qui sont bons pour notre santé mentale, c'est-à-dire cette famille traditionnelle élargie, où quand la mère faisait une dépression, il y avait la tante, il y avait la voisine qui pouvait allaiter, etc. Elle n'était pas mauvaise pour notre santé mentale, bien au contraire. Ce recul, le seul moment où la famille était nucléaire, c'était au moment où on était encore dans les grottes, donc à la préhistoire. Donc, est-ce que nous avançons en passant d'une famille élargie où tout le monde en fait est impliqué, donc une sorte de civisme du voisinage où tout le monde connaît tout le monde, fermer sa porte et vouloir absolument cette, je ne vais pas parler de famille nucléaire, je parle de cette énucléation. Je ne sais pas si on est en train de faire
une avancée quant à notre équilibre ou notre santé mentale au sens large, ou plutôt un recul, parce que il est quand même difficile de voir, ou je le dis, hein, je vois des amis qui sont pédopsychologues ou pédopsychiatres qui sont avec nous ce soir. C'est quand même étonnant à l'ère du smartphone, enfin étonnant et pas, hein, parce que c'est une des implications, mais étonnant à ce moment-là de voir que on a plus d'autisme, qu'on a plus de troubles envahissants du développement, qu'on a plus de difficultés de langage, qu'il y a des difficultés, beaucoup plus de difficultés chez les enfants. Pourquoi? Ben, ce sont les écrans, les télévisions, les chaînes qui scandent de la musique toute la journée devant lesquelles on met les bébés, parce qu'on a cette injonction contradictoire entre tradition et modernité. On a toutes ces choses modernes, donc le média est souvent des enfants en bas âge, des mères, entre guillemets, épuisées qui peuvent l'être. Hein. Il y a beaucoup de mères qui font des dépressions du postpartum et tout ça, qui peuvent l'être, mais moins d'intervenants, parce que les familles sont plus petites. Et donc la télévision s'est introduite, le smartphone, l'iPad et compagnie, qui sont devenus des éducateurs, mais qui ne le sont pas, parce qu'ils ne sont pas stimulants. Ils ne sont pas réellement stimulants pour un bébé ou pour un enfant, ce qui donne plus d'autisme induit, plus de retard envahissant, de troubles envahissants du développement, de retard de langage. Et en même temps, on a cette fonction traditionnelle qui dit « mais non, mais moi je ne vais pas mettre mon enfant de 12 ou de 15 mois à la crèche ». Alors il est à la maison, avec la nounou, avec la grand-mère si la mère travaille, devant la télévision, je ne veux pas le mettre à la crèche. Il n'y a pas la multitude de cousins, de voisins et compagnie. Donc la sociabilité de l'enfant, elle est bien meilleure à la crèche en fait qu'à la maison. Donc comme on est dans ces injonctions contradictoires où on a un peu, désolée, je vais le dire comme ça, hein, de manière très crue, le cul entre deux chaises, on ne sait vraiment pas sur laquelle on veut s'asseoir et souvent on tombe plus qu'on arrive à tenir un siège. Eh ben, certains mots vont surgir de notre volonté à vouloir garder racine et à planter modernité. On aimerait bien passer beaucoup plus de temps avec vous. Nous vous avons promis 45 minutes, on est à 1 heure. Et il y a les questions qui fusent. Et puis, je suis très heureux de voir plein d'amis qui ont partagé leurs pensées avec nous. On ne peut pas répondre à toutes les questions, vous le savez. C'est pour ça que ça sera un rendez-vous hebdomadaire et on reviendra sur tous les sujets que vous proposez. Nous sommes là justement pour donner corps à vos interrogations, essayer d'apporter des éléments de réponse. Personne, en tout cas moi, je n'ai pas la science infuse. Elle est spécialiste. Donc, ces réponses peuvent aider. Je ne l'ai pas non plus, je pose des questions. Oui, mais peuvent apporter beaucoup de soutien. Il y a une question qui m'a semblé extrêmement importante sur laquelle j'ai envie de m'arrêter un instant, c'est qu'il y a des personnes qui ont eu à vivre des deuils durant cette période de confinement. Donc, condoléances à toutes les personnes qui ont perdu des proches. Condoléances sincères. Comment on peut gérer un deuil en période de confinement, docteur? C'est une question qui est lourde de sens. Gérer un deuil en période de confinement, si c'est en plus le coronavirus et qu'on n'a pas pu avoir accès au corps et tout ça, c'est difficile. Il n'y a pas de recette parce que ce n'est pas un deuil comme tout deuil qu'on aurait vu, c'est un deuil qui est différent, c'est un deuil qui est nouveau à vivre et le cheminement est difficile. En tout cas, quand on est entouré, tout dépend. Quand on est entouré et que la famille est nombreuse, les premières semaines de deuil sont plus faciles. C'est quand le vide s'installe et qu'on est seul et face à soi-même que les personnes qui sont parties nous manquent le plus. Pour avoir fait des accompagnements de deuil, il y a un moment où quand les choses nous dépassent, il vaut mieux les prendre en main assez tôt. Parce que plus elles perdurent et plus elles creusent et plus les choses sont difficiles à prendre en charge. Quand je parle de deuil pathologique, le deuil pathologique a ses préceptes, c'est qu'après un certain nombre de semaines que les choses sont prises en charge et que ça ne rentre pas dans l'ordre, que la personne ne vit plus que dans la souffrance. Donc, et puis cet autre qui est parti aussi, il faut essayer de garder une belle image. Ressortir des photos, vivre dans son espace des choses ou maintenir les rituels. Là, le ramadan arrive, les rituels que cette personne aimait est une façon de se rapprocher de cette personne qui est partie et qui donne une sorte de fluidité et de transparence indépendamment du corps vers l'âme de la personne qui nous manque. Voilà. En tout cas, chers amis, on ne peut pas répondre à toutes les questions. C'est un réel plaisir de passer du temps avec vous. Encore une fois, sincères condoléances à toutes les familles marocaines et non marocaines, à toutes les familles du monde qui ont eu à perdre quelqu'un par ces temps de crise, cette pandémie qui fait des ravages un peu partout dans le monde.
nos sincères condoléances à l'humanité pour nos pertes. Une âme humaine qui est perdue est une âme en moins et nous avons besoin de chaque âme dans ce monde pour rester unis, pour rester forts, pour avoir cet ancrage humain qui fait de nous ce que nous sommes. On ne peut pas répondre à toutes les questions. Salut Nadia, salut Hind. Salut à tous les amis. Hello Pascal. Voilà, donc on vous dit que pour résumer brièvement ce qui a été dit, il y a plusieurs couples, plusieurs variantes, plusieurs variations sur le même thème. Nous sommes en période de confinement. Ce qui ressort le plus de cette conversation, de cet échange avec Dr Kandili, c'est qu'on peut vivre les choses de manière plus saine, plus sereine, plus calme, en revenant à des choses essentielles comme le dialogue, comme le partage, comme le silence, vivre ensemble, être dans le même endroit sans être les uns sur les autres, pouvoir partager des choses, tout ce qui est de plus délicat, avoir le mot gentil, avoir le mot fin, avoir la subtilité de comprendre l'autre, de comprendre son espace, de le respecter, surtout partager des choses essentielles qui vous nourrissent, qui nourrissent l'âme. Ah, je sais pas, livres, on a parlé de la lecture, on a parlé des films, des documentaires, de la peinture, des dessins, des activités avec vos enfants, faites du jardinage, faites de la cuisine, ne faites rien du tout, restez juste là, regardez le plafond, mais regardez le plafond avec bonheur. Et puis surtout, dites-vous que vous êtes en bonne santé et que vous n'êtes pas malade. Et c'est ça le plus important. Ça, c'est une chose que l'on oublie. C'est que tout le monde est menacé, mais ceux qui ne le sont pas, ceux qui pensent que ça arrive aux autres, se trompent lourdement. C'est pour ça que je le redis. Et je le redis avec insistance. Restez chez vous, restez confinés, parce que ce n'est pas fini. Et c'est un leurre de croire que c'est fini. Demain commence Ramadan. Ramadan Karim à tout le monde, Ramadan Karim à toute l'humanité, Ramadan Karim à tous ceux qui le font à partir d'aujourd'hui ou de demain, mais faites-le dans la responsabilité, faites-le dans la sérénité, faites-le dans la spiritualité, le recueillement, la paix de l'âme et surtout beaucoup d'amour entre vous. Le mot du début et le mot de la fin, c'est l'amour. Donnez-vous de l'amour, faites l'amour et soyez heureux. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous tabou et on posera d'autres questions. Docteur Kandili, merci beaucoup. Le mot de la fin. Je pense qu'il a tout dit parce que c'est ça le... Tu diras que je t'ai pas laissé parler, vas-y. Non, je ne dirai absolument Je rigole, vas-y, mot de la fin. Je suis psychiatre, donc j'ai l'habitude d'écouter. Donc non, je pense que tu as tout dit. En effet, il faut essayer de gérer comme on peut ses émotions et ses frustrations. Et quand on n'y arrive pas, il faut le dire. C'est-à-dire que on n'est pas dans... Moi, des fois, on a tendance à le dire, mais il faut et je dois. C'est quand même quelque chose que le cerveau entend comme une obligation. L'obligation est quand même difficile parce qu'elle amène tout de suite à l'insurrection. Donc, parce que l'humain n'aime pas qu'on l'oblige. Donc, quand on ne peut pas, il faut dire je ne peux pas. J'ai besoin de temps, je me recueille, j'ai besoin de 2 heures, j'ai besoin d'1 heure. Et que l'autre essaye de le comprendre, même si ça peut être frustrant, de gérer ses émotions en pensant toujours que le retour en fait vers l'autre est toujours beaucoup plus intense et beaucoup plus réfléchi quand vous ne l'étouffez pas. Eh bien, chers amis, et merci beaucoup, Dr Kandili, pour tes éclaircissements. Merci pour tes conseils. Merci pour tout cet éclairage que tu nous as donné et partagé. Et nous écrivons un livre sur le coronavirus. Voilà, nous avons un livre. Nous sortons un livre très bientôt intitulé Coronavirus, la fin d'un monde. Voilà, il y a un autre livre important. Il y a un chapitre sur la sexualité. Absolument, il y a un autre livre que je vous invite à lire. Je ne sais pas si c'est bien comme ça ou comme ça, mais en tout cas, voilà. Donc, les drogues expliquées à mes enfants, il faut le lire. C'est très, très important. Voilà, et il y a d'autres livres. Un autre livre dédié aux Marocains qui s'appelle Maroc, de quoi avons-nous peur? Pratiquement 50 sensibilités différentes du Maroc, de tous bords, de tous horizons, qui déclarent leur amour à leur Maroc, de leur manière, et qui nous donnent à réfléchir sur le Maroc d'aujourd'hui et le Maroc de demain. Encore une fois, merci beaucoup, chers amis. Rendez-vous vendredi prochain, 21h, même endroit, même chaîne. Najib Abdelhak, ma page Facebook, pour partager un autre épisode de Tabou. Et cette fois, on parlera de Ramadan et comment gérer le confinement pendant le mois de Ramadan. Voilà, merci, on vous aime, bonsoir beaucoup d'amour. Et Ramadan Karim, passez d'excellents moments et soyez heureux. Ok, à très bientôt. Bye. Pas mal, hein? Salut les amis, on va se déconnecter et on va être bien.